Fin de mission au Togo pour les diplomates sénégalais et allemands. Avant de poursuivre leurs nouvelles fonctions, ils ont reçu la gratitude du peuple togolais à travers le traditionnel dîner d'adieu. Le Togo joint ses efforts à ceux des pays de l'espace Yomoa pour la guerre contre la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Hier vendredi, les responsables de ces pays se sont retrouvés pour le tout premier forum de ce genre au Togo. Et puis 24 ans après la tuerie de Sousse en Tunisie, c'est tout un peuple qui est toujours sous le choc. En attendant de trouver une véritable stratégie de riposte contre le terrorisme, les touristes quittent le pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. L'ambassadeur du Sénégal et celui d'Allemagne sont en fin de mission dans notre pays. Et comme il est de coutume, ils ont été conviés à un dîner dit d'adieu par le gouvernement togolais. Une occasion pour l'État de témoigner sa gratitude aux deux diplomates pour leur participation au raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre Berlin, Dakar et Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Esther Laclé. L'oiserie du berger et le coucher du soleil sur le lac Togo. Deux tableaux d'art en signe d'adieu et d'amitié du président de la République Faure Gnassingbé à Fall et Berstein, respectivement ambassadeurs du Sénégal et d'Allemagne au Togo. Deux diplomates qui ont su s'investir dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et leur pays au cours de leur séjour. Au terme donc de leur mission, ils sont ici hôtes à dîner de Robert Duché, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Membres du gouvernement, diplomates et autres personnalités ont honoré de leur présence cette soirée. Une aubaine pour les deux ambassadeurs en fin de mission de témoigner leur reconnaissance au peuple togolais pour son hospitalité tout en l'encourageant à poursuivre les chantiers de développement mais aussi celui de la démocratie dont les avancées sont unanimement saluées par la communauté internationale ces temps-ci. J'ai eu cette chance de vivre dans ce pays-là à un moment charnière de cette histoire, à un moment fondamental qu'il a vu bâtir, qu'il a vu entrer dans une phase de démocratie qui constitue aujourd'hui la fierté de toute la sous-région nord-ouest africaine. Je suis très heureux aussi d'avoir vu se développer, d'avoir vu se construire, d'avoir vu se consolider les bases d'une lutte, d'une quête permanente en faveur du développement. Et ce que j'ai vu au Togo me prouve, me conforte dans la conviction qu'il existe des voies africaines de développement. Dans ce pays-là, il y a des femmes qui sont des femmes travailleuses. Le distingué ambassadeur de Chine utilise souvent un mot. Il dit les femmes laborieuses, je le lui vole. Eh bien, les femmes du Togo sont des femmes laborieuses. Et ce peuple-là est un peuple d'une générosité extraordinaire. Et c'est ça essentiellement la leçon de vie que je sors donc du Togo. Le Togo a connu un changement très très profond. Très très profond. Et 10 ans, 12 ans, est-ce que c'est long comme période pour maîtriser un tel changement comparable peut-être à l'indépendance? J'ai constaté, et c'est mon avis, ce que, surtout après les élections récentes, paisibles, qui se sont déroulées comme elles se sont déroulées, je trouve que le Togo est sur le chemin de devenir un pays modèle pour la démocratisation en Afrique. Je l'ai dit, j'ai été critiqué, mais c'est mon point de vue en tant qu'ambassadeur allemand et observateur allemand de la politique au Togo. Ne nous trompons pas. Ce ne sera pas trivial. La décentralisation, les élections locales, c'est beaucoup plus facilement dit que fait. Mais c'est important, à mon avis, pour la professionnalisation des forces démocratiques, de gérer d'une manière démocratique
les affaires du pays, décentralisées, d'avoir la possibilité de gagner des expériences, des compétences, la possibilité de réussir, la possibilité d'échouer. On verra. Peut-être je suis un peu optimiste. Oui, je suis un peu optimiste. Mais je suis convaincu, je crois, que ce pays, le Togo, mérite un tel optimisme. Vive le Togo. Robert Ducé s'est surtout réjoui de l'excellence de la coopération bilatérale entre le Togo et le Sénégal d'une part et entre le Togo et l'Allemagne d'autre part. Il a ensuite salué l'engagement de Dakar et de Berlin à faire de Lomé un partenaire privilégié. En offrant ce soir ce dîner, nous voudrions non seulement vous dire au revoir à deux grands amis du Togo que vous êtes, mais aussi affirmer solennellement que vous avez accompli vos différentes tâches avec succès à la grande satisfaction du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, de tout son gouvernement et de mes collègues ici présents. Le peuple togolais vous est reconnaissant pour le travail que vous avez fait. Je voudrais, pour ma part, vous souhaiter très sincèrement un bon retour dans vos pays respectifs. Je voudrais vous souhaiter une bonne réussite dans les nouvelles fonctions que vous aurez à exercer. Vous pouviez compter sur l'amitié du peuple togolais. Et nous espérons que partout où vous serez, vous témoignerez toujours de tout ce que vous avez vécu au Togo. Et entre le Togo et l'Allemagne, entre le Togo et le Sénégal, nous resterons toujours des pays frères. Talla Fall quitte le Togo pour l'Égypte et Volkan Bershane rentre au pays où de nouvelles fonctions l'attendent. Une soirée d'adieu mais aussi une aube nouvelle pour le renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Togo et ces deux pays frères. L'ONG Togo Environnement Propre a bouclé hier les travaux du forum sur la réglementation de la gestion des sachets et emballages plastiques dans l'espace UEMOA. La rencontre a débouché sur des recommandations destinées au gouvernement, à la société civile et bien d'autres acteurs concernés dans l'espace ouest-africain. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Esther Laclé. Au terme d'une journée de réflexion à caractère régional, les États membres de l'UEMOA, de façon unanime, ont formulé des recommandations relatives à la gestion efficace des sachets et emballages plastiques dans les zones ouest africaines. Il faut que chaque État puisse initier en son sein une stratégie de communication, une stratégie de sensibilisation et même une stratégie d'éducation pour l'ensemble des parties prenantes en matière de sachets plastiques, car il n'y a pas que le gouvernement, il y a la société civile, il y a également les industriels, il y a également le monde agricole, et donc toutes ces parties prenantes doivent être sensibilisées, formées à l'effet non seulement de l'impact négatif des sachets plastiques non biodégradables, mais aussi des dérivés qui puissent en sortir à partir de l'exploitation de l'existant, et aussi encourager la transition vers la biodégradabilité qui constitue l'avenir du sachet plastique que nous voulons en Afrique. En plus de ces mesures collectives, les gouvernements sont également appelés à faire une harmonisation des tests qui existent déjà au niveau des États, tout en encourageant l'appropriation des techniques de biodégradabilité par les différents acteurs. Environnement toujours, cette fois dans les savanes où l'ONG Ensemble pour le développement inclusif et durable vient de démarrer le projet intitulé Restauration des écosystèmes des berges des rivières de Naki Est. Un projet qui améliorera les conditions de vie des populations de cette localité de Pendjal avec des bénéfices tirés des couvertures végétales restaurées. Désiré à l'œil. Les problèmes environnementaux restent actuellement une préoccupation pour tous les gouvernements de par le monde.
Au Togo, des mesures concrètes sont prises pour trouver une solution adéquate au changement climatique observé depuis quelques années. L'ONG EDID entendait Ensemble pour le développement inclusif durable, appuyé par le PGCT et Agaïb, œuvre pour la réduction des catastrophes et des dégradations des terres. Le projet Restauration des écosystèmes des berges des rivières de Naki Est, couplé d'installations de coopératives apicoles, s'attelle donc ici à Naki à reconstituer le couvert végétal en bordure des rivières. Une action qui va contribuer au renforcement de la protection environnementale le long de toutes les rivières du canton avec des zones tampons de 5 à 15 mètres. Coût total du projet, environ 28 millions de francs CFA avec une contribution des bénéficiaires à hauteur de 4 millions de francs CFA. En amont, nous allons structurer la population, la communauté. Il y aura des comités villageois de protection des berges, des rivières. Et il y a 5 villages qui sont impliqués. Donc il y aura 5 comités villageois. Et ces comités villageois vont mettre en place un bureau cantonal de protection des berges et des rivières de Naki Est. Donc il y aura cette organisation au début et avant de commencer par mettre en pratique les techniques de protection de ces berges. L'érosion désormais freinée, bref, l'écosystème et la biodiversité des berges des rivières restituées, les populations des Naki Est verront leurs conditions de vie améliorées avec des activités agro-silvo-pastorales. Pour réussir le projet, les communautés bénéficiaires sont donc fortement impliquées dans la gestion des berges qu'ils ont eux-mêmes dégradées par le déboisement. Ainsi, des coopératives apicoles sont installées au même moment où le projet est lancé. Du devenir de ce projet dépendra du financement des autres projets. Lancement officiel à Lomé du rapport 2014 sur la situation mondiale de la culture des organismes génétiquement modifiés OGM. Un rapport élaboré par le Service international pour l'acquisition des applications d'agrobiotechnologie. L'Institut togolais de recherche agronomique soutient cette démarche qui vise aussi à éclairer les acteurs impliqués sur les enjeux liés à la culture de ces OGM. Des précisions avec Ramdan Bassina. Il est question au cours de cette rencontre d'évaluer les cultures des organismes génétiquement modifiés, OGM, dans le monde. Cette culture suscite des débats et à cette session, les différents acteurs vont tenter d'harmoniser leur position sur cette technique. Une démarche soutenue par l'Institut togolais de la recherche agronomique, ITRA. Le contenu de ce rapport montre que les cultures transgéniques ont augmenté par rapport aux autres années. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces cultures, que nous n'utilisons pas encore, puisque c'est une technologie. Donc pour nous, Togolais, nous prenons ça pour une technologie autour de laquelle nous devons réfléchir. Le Togo n'a pas adopté la culture des OGM, mais est très engagé en matière de biosécurité. Il a déjà ratifié divers protocoles et conventions internationaux. Où est-ce que nous en sommes? C'est que nous n'avons pas encore une réglementation. Et c'est cette réglementation qui est en train d'être mise au point. Quand on dit réglementation, c'est qu'il faut une loi et ces textes d'application. Et je crois que le ministère de l'Environnement qui est en charge de cette question de biosécurité, en ce moment on parle de biosécurité, est en train d'organiser ce genre de réglementation. Face aux enjeux des organismes génétiquement modifiés, la transmission des informations fiables aux acteurs devient plus que nécessaire. Surtout quand on sait que d'ici à 2050, la planète comptera 9,6 milliards d'âmes et donc des bouches de plus à nourrir. De l'équipement en infrastructure réseau et du matériel informatique pour le campus universitaire de Lomé. Ce dispositif va permettre aux enseignants, chercheurs et aux étudiants d'améliorer leurs cours et recherches. Ce dispositif donc est le fruit du partenariat stratégique entre l'UEMOA et l'UNESCO qui veulent ainsi améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Togo et dans l'espace ouest africain. Le compte rendu avec Komu Poyodi. Des cours en ligne désormais possibles au profit des étudiants de l'Université de Lomé. Un dispositif
en infrastructure réseau et du matériel informatique vient d'être installé dans les locaux du centre informatique et de calcul de l'Université de Lomé. D'un coût total de 441 millions de francs CFA, il va permettre de mener des recherches dans un souci de renforcer la mise en œuvre du système LMD au Togo et dans la sous-région ouest africaine. C'est un chantier que l'université va ouvrir dans les prochaines semaines pour qu'à partir de l'année prochaine, la plupart des cours, on va peut-être prendre dans chaque établissement un parcours et faire en sorte que tous les cours de ce parcours soient mis en ligne à la disposition des étudiants. Ce sera fait de telle sorte que l'accès soit le plus aisé possible. L'initiative est à mettre à l'actif du partenariat stratégique entre l'UEMOA et l'UNESCO qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Le constat unanime dans nos États aujourd'hui, c'est la disparité entre la population étudiante qui est en croissance exponentielle et les infrastructures d'accueil qui, on le sait bien, compte tenu des moyens de nos États, ne peuvent pas être multipliées au rythme de cette croissance des effectifs. Et les États ont fait ce qu'ils peuvent et aujourd'hui, les moyens technologiques nous permettent de prolonger cet effort-là en l'amplifiant avec des outils nouveaux. Autrement dit, le lieu d'apprentissage n'est pas forcément les 4 murs qu'on érige pour en faire un amphithéâtre. L'apprentissage peut se faire en ligne, il peut se faire au moyen d'outils très sophistiqués. La démarche s'inscrit dans le contexte du projet PATIS, programme d'appui au développement des technologies de l'information et de communication dans l'éducation. Et lorsque les jeunes n'ont pas la chance d'atteindre l'enseignement supérieur, ils se rabattent sur l'artisanat, l'un des secteurs pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. Et la formation, ou plutôt l'apprentissage, se déroule dans les ateliers. Mais ce soir, nous nous intéressons aux conditions dans lesquelles se déroule cette formation des apprentis et le contenu de la dite formation à l'ère de la modernité. Les réalités de l'apprentissage aujourd'hui, c'est le tout premier dossier de cette édition. Il est signé Edem Sousoupo. Des jeunes en quête d'une qualification professionnelle en dehors des structures classiques optent pour un apprentissage. Ils embrassent des métiers de leur choix ou certaines fois imposés par leurs parents ou tuteurs. Aujourd'hui, on note une baisse sensible du taux de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage dans les ateliers artisanaux. 17% contre 60% ces 20 dernières années. Les apprentis, ils arrivent et ils ne finissent pas. Ils ne finissent pas. D'autres changent par rapport à, comment on le dit, au gain facile. Vous allez voir que quand ils passent par le port, ils trouvent 5 000, 3 000, ils croient que c'est facile, ils abandonnent le métier. Mais par rapport aux autres comme la coiffure, vous allez voir que la coiffure aujourd'hui draine beaucoup d'apprentis, mais n'arrive pas à s'installer parce que ça a perdu son poids. La clientèle n'arrive pas à payer par rapport à la prestation. Vous allez tresser une dame jusqu'à fin de journée, peut-être c'est 1500. Si vous voyez tous ces apprentis qui entourent la patronne pour tresser une tête, combien on peut leur remettre pour le midi d'aller faire leur casse-croûte dans tous les villages, dans tous les hameaux et n'importe où que ce soit. La maçonnerie, elle est primordiale. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas de mise, elle est primordiale. Et si nous quittons la maçonnerie, vous allez voir que dans chaque maison, il y a au moins une moto, un vélo. Donc la mécanique aussi joue son rôle. Et quand la maçonnerie finit, il y a les menuisiers. Donc ils vont aussi faire la toiture, la peinture. Ils sont là, les peintres, ils sont là, peintres bâtiments. Il vient, il fait 2 mois, 3 mois, il part. Il ne fait pas même des contrats. Il part. Ça. Quand il vient, quand tu leur donnes du travail à faire, il peut rester sur une chemise pendant 2 heures, 3 heures de temps avant de terminer. On ne sait pas sérieux. Moi, je prends une chemise maintenant, je peux faire 1 heure de temps, c'est trop. 1 heure, moi, c'est trop. Si 45 minutes, je vais terminer une chemise. 45 minutes, je vais terminer une chemise. Mais aujourd'hui, quand tu donnes une chemise à un apprenti de faire ça, il va durer au moins 3 heures de temps, 4 heures de temps avant de terminer. Donc, c'est pas bon.
Au Togo, il existe 144 corps de métier enregistrés par les chambres régionales de métiers. Seulement une cinquantaine est active. Les apprentis ont un âge et un niveau scolaire variable. Ils sont souvent analphabètes et viennent majoritairement de milieux pauvres. Environ 50% ont atteint un niveau scolaire CM cours moyen. Rosa Apeti-Ayawa, âgée de 15 ans, a déserté les cours il y a bientôt 1 an. Malgré son jeune âge, elle est arrivée ici sur un contrat d'apprentissage de 4 ans. J'ai abandonné les cours en classe de CM2. Je ne voulais pas rester à la maison. Je suis ici pour apprendre la couture et devenir patronne demain. Ce sera mon gagne-pain. Les métiers artisanaux requièrent une habileté manuelle. Le client est roi, c'est ce qui est appris aux jeunes dans les ateliers et autres centres de formation. Plusieurs de ces métiers nécessitent une mise à jour régulière des connaissances. Dans cette lutte incarnée par la compétitivité, la vieille école n'a pas sa place. C'est cette réalité qui embête souvent les maîtres artisans et les apprentis encore plus. Il revient donc d'opter pour un apprentissage de type dual. Les apprenants, ils sont là. On a des centres de formation qui les prennent en formation duale, comme vous le constatez. C'est-à-dire que dans le centre, ils font plus la théorie. Ils font plus la théorie dans le centre. Et ils font plus la pratique chez nous. Quand vous laissez l'enfant aller dans un centre, la machine qu'il utilise là, est-ce qu'au sortir de sa formation, il l'aura? Donc s'il ne l'a pas, ça veut dire que vous l'avez encore embêté. L'apprentissage est réalisé aussi en dehors des ateliers sur les chantiers. Au terme de la période de formation, l'apprenti artisan subit l'examen de fin d'apprentissage pour l'obtention d'un diplôme lui permettant de s'installer à son propre compte. Direction maintenant la Tunisie, où 24 heures après le massacre sur la plage de Sousse, le pays est toujours sous le choc. Les touristes, eux, quittent le pays. Sur les 38 victimes, seules 19 ont été identifiées. Et le président tunisien a lancé un appel à une stratégie globale contre le terrorisme. Son pays seul ne peut y répondre, a-t-il dit. L'heure n'y est plus du tout. Ces touristes errent sur la plage de l'hôtel impérial de Sousse comme des âmes en peine. Les transats sont vides. Ces plagistes, eux, vaquent à leurs occupations machinalement. Un peu plus haut, les forces de sécurité patrouillent, pendant que d'autres employés enlèvent les serviettes, pour certaines encore ensanglantées. Pour cette touriste allemande, les images restent indélébiles. Nous étions sur la plage, tout allait bien, c'était le paradis, une mer magnifique, et puis soudain, nous avons cru que c'était des pétards, et puis tout le monde s'est levé et s'est mis à courir très très vite. Et la sécurité de l'hôtel a dit « Fuyez, fuyez, retournez dans vos chambres ». C'était la guerre, comme dans une guerre. Les yeux embués, elle n'en dira pas plus. 39 personnes ont péri dans ce massacre, en majorité des Britanniques. Comme le montre cette vidéo filmée par un témoin, des corps inertes sur le sable, des mouvements de panique, une traque dans les rues, une succession de tirs et un homme à terre, probablement l'assaillant, tué par l'armée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste était étudiant non connu de la police, originaire de Kérouan, une des villes les plus saintes de l'islam. L'attaque a depuis été revendiquée par le groupe État islamique. Pour le Premier ministre tunisien, le pays doit faire face à la terreur. En réaction à cette attaque et pour notre sécurité, nous avons décidé de fermer 80 mosquées que nous accusons de répandre le venin. À l'approche de la saison touristique, cet attentat est un nouveau coup dur pour la Tunisie, dont le tourisme est un des socles de l'économie. Les mesures de sécurité sont au niveau le plus élevé, mais cela suffira-t-il à convaincre les touristes? Ceux de Sousse ont choisi. Ils ont bouclé leurs valises. Plusieurs milliers de personnes ont participé hier soir à Charleston, aux États-Unis, aux funérailles des 9 victimes de l'attaque raciste du 17 juin dernier. Barack Obama était présent. Il a rendu un vibrant hommage aux pasteurs noirs tués avec 8 autres paroissiens. Le président américain a dénoncé la douleur causée par le drapeau des esclavagistes confédérés et le chaos provoqué par les armes à feu dans le pays.
Ici, Obama paraît au milieu des siens, devant cette assemblée réunie pour une cérémonie religieuse, en la mémoire du pasteur et sénateur noir de Caroline du Sud, Clementa Pinckney, assassiné dans l'église voisine de Charleston avec 8 autres fidèles, tous noirs. Le président américain participe à l'office et déclenche une ferveur inhabituelle. Amazing grace, how sweet the sound. Dans ce registre si particulier, Barack Obama excelle. C'était un homme bon. Parfois, je pense que c'est la meilleure chose que l'on puisse dire. Après avoir rappelé toutes les paroles, les citations et les actions, il suffit de dire que c'était un homme bon. Plus qu'un éloge funèbre, Barack Obama appelle ses concitoyens à une introspection face à ces maux dont souffre l'Amérique. Le racisme anti-noir, symbolisé par le drapeau confédéré, arboré par les suprémacistes blancs, est désormais banni. Le président relance aussi un autre combat qui lui est cher. Trop longtemps, nous avons été aveugles. Nous avons ignoré le chaos que les armes à feu provoquent dans notre pays. Après tant de fusillades meurtrières survenues depuis son séjour à la Maison-Blanche, son propos sonne pourtant comme un aveu d'échec. Car faire passer une loi d'interdiction des armes aux États-Unis, le président Obama comme son administration n'y croit même pas. Retour en page nationale avec cette information. Le chef de l'État a initié la création d'usines de transformation d'huile de palme et de mise en terre et de création de palmeraies dans la localité d'Agou. Après la pose de la première pierre de la construction de cette usine par le président de la République, cette semaine, c'est le ministre en charge de l'agriculture, le colonel Urokura Agadazi, qui a lancé l'opération de mise en terre des plants dans la localité d'Agou, comme vous le voyez sur ces images. Nous reviendrons plus en détail sur cette opération de mise en terre de plants dans nos prochaines éditions. Et je vous donne maintenant lecture de ce communiqué interministériel relatif à la cession du matériel agricole acquis sur le financement indien. Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, le gouvernement togolais a acquis du matériel agricole d'origine indienne. Ce matériel est composé de 172 tracteurs, des outils de préparation de sol, des outils d'installation des cultures, de matériel de récolte et de transformation des engins d'aménagement. Pour permettre une meilleure gestion du dit matériel, celui-ci sera cédé aux acteurs du secteur agricole en kits constitués. La composition des kits, les acteurs du secteur agricole concernés et les conditions de cession sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. La suite de cette édition à présent, les fidèles musulmans sont en plein mois de jeûne de Ramadan depuis quelques semaines. Une occasion pour eux de respecter ainsi le 5e pilier de l'islam. Le jeûne consiste donc à s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson du lever du soleil, c'est-à-dire de 6 heures à son coucher à 18 heures. Ce soir, nous nous intéresserons à la rencontre de nous irons à la rencontre de l'un de ces jeûneurs avec cette question cruciale. Le carême a-t-il des répercussions sur son activité professionnelle? Les réponses avec Dodo Waré et Prudence Zinsou. Le jeûne du Ramadan, 4e pilier de l'islam, est recommandé à tous les fidèles musulmans, étant donné ses principes qui sont entre autres l'abstinence de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Les habitudes quotidiennes dans ces conditions se trouvent modifiées. Aussi est-il important d'évaluer l'impact du carême sur les activités socio-professionnelles. Dans le mois du Ramadan, le musulman est tenu à faire beaucoup plus d'efforts. Lorsqu'il est fonctionnaire, lorsqu'il fait des activités, il doit d'abord être très assidu. Le carême ne doit pas l'empêcher d'être assidu, d'être professionnel en somme, de respecter la hiérarchie, de faire son travail tel que cela le demande et même faire beaucoup plus d'efforts pendant le carême. Parce qu'en tout ça, nous avons la bénédiction du Seigneur.
Le mois saint du Ramadan demande beaucoup d'efforts, aussi bien au niveau professionnel que spirituel. Il faut savoir adapter son activité professionnelle aux pratiques du carême afin de bien équilibrer sa santé et son rendement au travail durant ce temps de mortification. C'est la même vie qui continue. C'est aux musulmans de savoir comment se comporter. Être plus aimable envers les gens, faire son travail tel que c'est demandé, mais avec beaucoup plus d'empressement, beaucoup plus d'efforts. Donc, il n'y a pas de conciliation à faire entre le carême et le travail lorsqu'on est fonctionnaire ou on est dans une activité. Au contraire, c'est de prouver que l'islam et le travail, il n'y a pas d'incompatibilité. Des bénédictions, c'est ce qu'attendent les fidèles musulmans à l'issue de cette période de piété. Il faut juste une certaine organisation pour bien concilier ce temps avec ses occupations habituelles. Et je vous rappelle donc que le jeûne est le 4e pilier de l'islam. L'artiste plasticien Landou Dia de la République démocratique du Congo a exposé ses œuvres au laboratoire Espace d'art contemporain cette semaine à Lomé. Une collection intitulée De A à Z qui relate le quotidien des hommes dans la société et une galerie de portraits de figures emblématiques. Lucassi, Antoinette Romain. Au revoir. La sapologie vote pour Zanzibar et article 15. Voilà entre autres toiles panoramiques peintes avec un esthétisme constant, une harmonie de formes et de couleurs qui marie cet assemblage matériel et immatériel. Un tout coloré, riche, doté de créativité et d'originalité qui se matérialise par des bouts de tissu et de papier. Des chefs-d'œuvre qui forcent l'admiration des mordus de l'art. Intéressant, c'est que les œuvres sont très différentes. Donc en fait, il y a pour tous les goûts. Cette salle-là, il y a les œuvres que je préfère parce que même si on connaît les tableaux, parce que ce sont tous des tableaux internationalement connus, le fait qu'il les a fait avec les pagnes, ça les donne une touche togolais. L'artiste plasticien Landou Dia, auteur des toiles ici exposées, exprime à travers ses œuvres l'inachèvement, un courant du librisme utilisé par l'artiste pour dénoncer les divers maux de la société. Si vous regardez la toile, c'est un peu une disposition à la façon dont les esclaves étaient disposés dans les négriers. À partir de ces tableaux, j'ai essayé un peu d'aborder un peu les problèmes d'argent, des problèmes économiques. Cette exposition dénommée De A à Z est accueillie par le laboratoire Espace d'art contemporain, un cadre qui offre une perspective de visibilité et de rencontre aux artistes nationaux et internationaux. C'est de faire découvrir des artistes, c'est un lieu de rencontre aussi, des artistes togolais, mais de mettre en valeur la création du continent. De A à Z, l'événement offre également une galerie de portraits de figures emblématiques telles Mohamed Ali et Jimi Hendrix. Landou Dia est influencé par l'univers cinématographique et sa matière première, des objets recyclés. Et notez aussi que Lomé vibre ce samedi aux rythmes africains à travers la 8e édition du Festival international Africa Rythme. Et c'est à travers un concert animé par des artistes locaux et internationaux qui expriment leur identité culturelle. Un concert qui se déroule en ce moment même à l'hôtel Edaoba à Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Sada dans l'Ogu au Togo et de Kinshasa en République démocratique du Congo. Au revoir.